Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Et les actus qui font bouger la France, surtout comme tous les vendredis soirs à 19h20, avec nos deux débatteurs. Maxime Thiebaud, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle chez VA Presse. Tom Conan est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Artiste, écrivain et auteur du livre Radical publié chez Albin Michel. Les amis, vous n'étiez pas nés, ni vous, ni moi d'ailleurs. Mais je vous emmène dans un petit retour vers le passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis hier, la France est nostalgique. Pas nécessairement de Valéry Giscard d'Estaing, mais de son époque. Est-ce qu'il faut regretter les années 70 ? On va en parler tout de suite, pour le meilleur et pour le pire. Juste pour vous rappeler que nous avons changé d'époque. Les goûts musicaux ont changé, mais il y a une certaine nostalgie à l'écoute de ce générique de TF1 qui venait justement de quitter l'ORTF grâce à Giscard. Générique de la chaîne TF1 avant les informations. C'était de toutes les couleurs d'ailleurs. Ça faisait pas longtemps que la télé était en couleur, alors on en profitait. Il y avait vraiment tout l'arc-en-ciel sur ce générique. Ça, c'était pour les goûts musicaux. Beaucoup de choses ont changé dans les années 70. Ce sont les deux premiers chocs pétroliers, 73-79. On a beaucoup de pétrole, mais il coûte de plus en plus cher. La première crise économique qui fait que les 30 Glorieuses sont terminées, qui fait aussi que le chômage commence à exploser sous Giscard. C'est une période, on le sait, notamment depuis hier, parce qu'on en a beaucoup reparlé, où les mœurs commencent à changer. Discours historique de Simone Veil. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'était 1974, un des débats les plus houleux de l'histoire de la Ve République à l'Assemblée nationale. Simone Veil menacée en dehors de l'Assemblée nationale, insultée aussi, quelques références au nazisme et aux camps de concentration, aux chambres à gaz aussi, aux chambres à gaz ont été faites pendant ce débat sur l'avortement. Elle qui avait survécu au camp de concentration, elle s'excusait de s'exprimer devant une chambre majoritairement, exclusivement presque composée d'hommes. Ça a quand même un petit peu changé, ça rend bien d'ailleurs depuis les années 70. Maxime ? Oui, alors c'est étonnant. Pas tant que ça, parce qu'on est quand même 3 sur le plateau. On est 3 hommes. On n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est vrai, pardon. Maxime. Oui, non, mais moi je suis contre. Je suis toutes les questions de parité. Je suis opposé à toutes les questions de parité. Parce que je pars du principe que les femmes méritantes y sont toujours parvenues et que c'est même sous-estimer la femme que de vouloir forcer à avoir des quotas pour lui permettre d'être représentée. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais c'est bizarre cette sensation depuis une semaine, c'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing était devenu un sage parmi les sages entre guillemets. Il a siégé au Conseil constitutionnel, il siégeait à l'Académie française. Et en fait, son décès nous renvoie une certaine nostalgie pour ceux qui l'ont connu. Et pour les jeunes comme nous, ça nous renvoie au livre d'histoire. Oui. Et donc, contrairement à Jacques Chirac, qui est décédé un an avant, on l'avait vécu, on avait tous un souvenir de Jacques Chirac. C'est vrai. Mais là, Valéry Giscard d'Estaing, c'est tout autrement. On a des souvenirs de l'ancien président qui l'aura été pendant 39 ans. C'est probablement un record. C'était avant Macron, le plus jeune président de l'histoire. Et juste une chose sur Valéry Giscard d'Estaing, c'est qu'il est très peu étudié. En fait, dans les cours d'histoire, moi j'ai jamais eu de cours d'histoire sur VGE. On m'a juste dit, quand tu apprends la liste des présidents de la République, il y a un moment, il y a un type qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Et je vois, j'ai parlé pas mal avec des étudiants, des jeunes et autres, et qui m'ont dit, mais c'était qui ? On sait que c'était un président, mais c'était qui ? Il était complètement inconnu. On ne peut pas réduire et résoudre aussi d'une certaine façon le problème d'une époque à son homme politique. Tout à fait. Je pense absolument pas que les époques et les cultures notamment, qui sont quand même le sel de la vie, et des civilisations soient réductibles à des assemblées, à des sénats, à des chefs d'État. ou à des chefs d'État. Et je pense qu'effectivement, les années 70, vous avez rappelé par exemple effectivement le discours de Simone Veil, l'abolition de la légalisation de l'IVG en 75. Effectivement, il y a d'autres périodes de ce type-là. Par exemple, sous Mitterrand, moi je pense qu'un des éléments les plus importants sous Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort et non sa politique à lui, même si c'est vrai qu'il avait quand même porté. Vous croyez pas si bien dire, mon cher Tom. La France, les Français s'engueulaient déjà dans les années 70, beaucoup. On s'est toujours engueulé. On s'engueulait pas à l'époque sur la laïcité ou encore sur l'immigration. Ça a beaucoup changé dans les années 70. À l'époque, on s'engueulait beaucoup sur la lutte des classes. Écoutez la gauche, qui était encore la gauche à cette époque. Celui qui n'accepte pas la rupture
La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du parti socialiste. Je trouve que, ouais. François Mitterrand qui expliquait pourquoi le Parti socialiste était quand même un parti en rupture avec le capitalisme. Ça a changé, ça, Tom. Et je trouve que, en fait, ce qui est très fort, c'est pas seulement la rupture avec le capitalisme, parce qu'on sait qu'au final, la politique de Mitterrand n'aura pas du tout été celle-là. Ça sera plus tard, effectivement. 2 ans après, il y a 81, il fait les nationalisations, 83, il y a le tournant de la rigueur. Donc, cette espèce de mirage dure vraiment très très peu. Il faut vraiment avoir peu de culture historique pour croire que Mitterrand était un vrai socialiste. Néanmoins, on parle des années 70 et justement tout le monde y croit. C'est avant, à cette époque. C'est juste avant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, on est sur un logiciel assez particulier qui est la quête d'émancipation. Et à l'époque, vous savez, même dans la nouvelle vague, après la philosophie, il y a Vincennes, vous savez, avec des gens comme Alain Badiou, la psychanalyse, Gilles Deleuze, Guattari, etc. Ouais. Donc il y a en fait un souffle immense. Il y a aussi une influence de la France qui est prodigieuse. À l'époque, Saint-Germain-des-Prés, ça veut vraiment dire quelque chose. Et c'est pas seulement Jean-Paul Sartre, etc. C'est vraiment une France moderne, dans la mondialisation, on pourrait dire d'une certaine façon, mais en tout cas de manière dynamique, créative et très culturelle. Et je pense que cette influence, ce soft power qui ensuite a été beaucoup celui des États-Unis, on l'avait à cette époque-là. Et c'est peut-être ça qu'on devrait regretter. Et c'est ça que vous regrettez en tout cas, Tom Conan. Restez avec nous, on va continuer de parler de ces années 70. Est-ce que vous qui ne les avez pas connues, vous les regrettez? Est-ce que vous auriez aimé vivre Il y a une différence fondamentale, c'est que les années 70, on était dans la conquête sociale. Aujourd'hui, on est dans la survie de nos acquis sociaux. La survie de vos acquis sociaux. Très bien, des accents communistes. Justement, on va continuer nos archives dans quelques instants sur Sud Radio. La France qui regrette une époque, à défaut forcément de regretter un homme politique, Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint avant-hier soir. Mais en tout cas, cette France qui semble regretter les années 70. On en parle du coup avec nos deux débatteurs qui sont nés bien après. D'ailleurs, ils n'ont même pas connu les années 80, contrairement à moi. Maxime Thiebaud et Tom Conan, faut-il regretter les années 70? Je vous disais que c'était l'époque où la gauche prônait encore la lutte des classes. Vous avez entendu François Mitterrand qui faisait en tout cas mine d'y croire, mais il n'était pas le seul d'ailleurs. À cette époque, le Parti socialiste n'était pas le seul parti de gauche, n'était pas le principal. Il y en avait un autre qui faisait 20% des voix, le Parti communiste, qui était dirigé par l'un des hommes les plus imités de l'histoire politique française. Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. C'était Georges Marchais. Liliane fait les valises. Liliane, c'était le prénom de sa femme. Fait les valises. On rentre à Paris. Un extrait culte. Vous avez peut-être entendu la voix d'un jeune journaliste à l'époque qui n'était autre qu'Alain Duhamel, qui officie toujours sur certaines chaînes d'information en France aujourd'hui. Le Parti communiste français faisait entre 17 et 20% des voix. Le Parti socialiste de Mitterrand ne l'avait pas encore mangé, si je puis dire. La gauche croyait encore à la lutte des classes. Est-ce toujours le cas, Tom Conan? Oui, est-ce que toujours la gauche? Oui, je pense qu'elle croit encore à la lutte des classes, mais dans une version très très différente. Je veux dire que c'est une lutte des classes, mais interne à un monde qu'il ne s'agit pas qu'il s'agit de laisser tel qu'il est. Qui est à gauche aujourd'hui pour vous, tiens d'ailleurs? Non, aujourd'hui, je pense quand même que ceux qui sont en rupture avec le capitalisme sont quand même de gauche d'une certaine façon. Alors, du coup, c'est qui dans ceux pour qui on peut voter? Il y a toujours quelques franges, lutte ouvrière, il y a toujours le nouveau parti anticapitaliste, etc. Est-ce que vous arrivez à 5% des voix? On les a oui, non, absolument pas. Moi, je pense que le Rassemblement national aussi. C'est minoritaire. Néanmoins, il y a quand même ce point important, c'est que finalement, à l'époque, on voit bien que justement cette fracture, elle est là-dessus. La rupture avec le système ou l'absence de rupture avec le système. Aujourd'hui, effectivement, rappelez-vous, il y a Fukuyama qui dit, après la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire, la démocratie, la mondialisation qui se répand à l'échelle du monde, et il s'opposait à Huntington qui proposait plutôt l'idée d'un choc des civilisations. C'était pas une question vraiment capitaliste ou pas, mais c'était en tout cas une question de continuité et de fin de l'histoire, d'eschatologie, comme on dit, ou pas. Et aujourd'hui, je pense le vrai problème, ce qui fait qu'on s'ennuie un peu souvent dans les questions, pas politiques comme ici, mais dans les partis, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de désengagement dans la jeunesse aussi, c'est parce qu'il n'y a plus de rupture, alors qu'on voyait bien à l'époque, encore une fois, la nouvelle vague, la philosophie, il y avait tout ça, il y avait des propositions de rupture. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On est tous d'accord pour vous? Mais non, il y a une rupture. Pas pour vous, Maxime. Vous prenez le Rassemblement national, vous prenez Dupont-Aignan, vous prenez Philippot, vous prenez l'UPR, vous prenez tous ces partis, ils sont dans une rupture, c'est-à-dire que... Avec quoi?
Avec la mondialisation. Pas vraiment. Non, si, complètement. Ils sont dans une rupture avec la mondialisation. Ils sont dans une rupture aussi avec le capitalisme, d'une certaine manière. Alors c'est-à-dire qu'ils font passer le peuple dans son intérêt, même en dehors du pouvoir financier. Avec l'Europe, mais avec la mondialisation, le capitalisme, absolument pas. Non, pas du tout. Ils sont dans une rupture. C'est quoi le capitalisme pour vous, Maxime ? Le capitalisme, aujourd'hui, je pense qu'il est devenu totalement financiarisé. C'est-à-dire que c'est l'aliénation du pouvoir politique et qu'aujourd'hui, on a un pouvoir financier qui s'impose sur tout. Aujourd'hui, c'est très clair, vous ne pouvez pas développer une politique publique si Bercy ne vous donne pas raison. Et Bercy s'axe sur quoi ? Sur un déficit réduit, sur une dette qui doit baisser et sur la réponse des intérêts financiers. Ça aurait pu être vrai il y a un an, c'est plus trop le cas depuis le premier confinement. Parce qu'on a eu une crise sanitaire très grave qui a conduit quand même à se forcer un retour de l'État. Mais en dehors de ça, dans des périodes normales, on a plus de sacrifices. Mais après, c'est un peu... Et Valéry Giscard d'Estaing a mis cela en place. Mais c'est un peu facile. Je trouve que c'est un peu facile quand même de réduire le capitalisme au capitalisme financier, parce que finalement, du coup, on enlève ce qui nous embête et puis on garde le capitalisme honnête. Mais le capitalisme honnête, ça veut rien dire. Le capitalisme, c'est un rapport social. Ce que disait Marx, ce que redit des gens comme Frédéric Lordon aujourd'hui. On peut dire même d'une façon plus minimale encore, c'est la propriété privée. Et la propriété privée des moyens de production, je pense que tout le monde aujourd'hui à part les attaché. Par exemple, ceux qui sont vraiment éventuellement en rupture aujourd'hui, c'est par exemple ceux, vous savez, qui sont pour que les logements ne soient plus sur une possédés à la PCF des années 70. Ce ne sont pas les anticapitalistes. Mais ce ne sont pas les anticapitalistes. Ce sont des gens qui sont capitalistes. D'ailleurs, ce qui n'est pas une injure, c'est pas le problème, mais qui se présentent comme étant des défenseurs d'un système alternatif. C'est une blague. Parce que tu as des enjeux à des époques différentes. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on retrouve le pouvoir politique, donc la démocratie, face à une financiarisation du monde. Il est là l'enjeu. Ça, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'était pas le cas encore à l'époque pour vous. Dans les années 70, non. Et la différence, c'est que les années 70, on sortait d'une magnifique époque où les Français vivaient un peu naïvement, il faut quand même le reconnaître, en se disant tout va bien. Tout va bien. Avant les premiers chocs pétroliers, les Français vivaient naïvement en se disant on a eu la guerre, ça a été terrible. Et on a le plein emploi. La ménagère a son frigo, on a les 2 automobiles, les enfants vivent pas trop mal, la société de consommation s'installe. Pourquoi on aurait des défis politiques ? Encore une fois, je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, l'une des menaces, entre guillemets, en tout cas l'une des mutations du capitalisme et donc du système, la matrice, peu importe les termes qu'on utilise, plus ou moins péjoratifs et ridicules parfois, mais peu importe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la transformation numérique du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, la menace, entre guillemets, c'est pas forcément les GAFA, etc., mais c'est en revanche une transformation qui fait qu'il y a des rapports géopolitiques qui sont très bousculés, avec notamment l'Europe et au sein de l'Europe, la France qui est complètement reléguée vraiment à une puissance régionale. En tout cas, si on prend encore une fois cette question-là. Et donc aujourd'hui, la question, c'est pas finance, est-ce que Macron est pour la finance ou pas ? Non, c'est fondamentalement la technologie et cette rupture-là. Continuons dans notre visite des années 70. Faut-il regretter les années 70 ? Tiens, les rapports entre la France et les pays d'Afrique. Tiens, notamment, je vais vous faire écouter une chanson qui a été composée en l'honneur de Valéry Giscard d'Estaing, chef d'État français, qui visite le Gabon d'Omar Bongo. Bongo est l'ami de Giscard, Giscard est l'ami de Bongo. Bongo est l'ami de Giscard, la France est l'ami du Gabon. Bongo est l'ami de Giscard, Giscard est l'ami de Bongo, la France est l'ami du Gabon. Alors Bongo, ce nom vous dit peut-être quelque chose, parce que le fils d'Omar Bongo, qui était président à l'époque, est toujours président du Gabon. Il s'appelle aujourd'hui Ali Bongo. D'ailleurs, Omar Bongo s'appelait auparavant Albert Bongo. Il a ensuite rejoint l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et du coup a changé de nom. La France et l'Afrique dans les années 70, c'est un des âges d'or quand même de la France-Afrique. C'est aussi une époque où vous avez une des plus glorieuses expéditions de la Légion étrangère avec l'opération à Kolwezi. Ça, c'était au Zaïre de Mobutu. Est-ce qu'on a mûri un petit peu dans nos rapports avec l'Afrique depuis cette époque, Maxime ? Je pense qu'on a abandonné. Parce que moi, franchement, je préfère la France-Afrique à la Chine-Afrique ou la Russe-Afrique. Sans doute. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on a un peu abandonné et c'est assez tragique. Mais l'Afrique, ça me fait penser à beaucoup de choses par rapport à Valéry Giscard d'Estaing. Ça me fait penser à la naissance du GIGN. Ça me fait penser à la fin aussi de Valéry Giscard d'Estaing et l'affaire des diamants et de Bokassa. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait encore cet intérêt de l'État.
et de comprendre que l'État, il doit être malgré tout puissant, en dehors de l'idéologie parfois bien pensante, que tous les États sont libres de disposer d'eux-mêmes. Alors, sans être bien pensant, on peut aussi retirer le portrait des régimes qui étaient soutenus et proches de la France. Je vous ai parlé de Kolwezi, c'était au Zaïre, c'est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Le régime de Mobutu, qui était le dictateur en place à l'époque, était un des pires régimes que l'Afrique ait pu connaître. Franchement, et on a stabilisé aussi l'Afrique, il faut quand même pas l'oublier. Moi, j'ai stabilisé, j'en sais rien. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même qu'on a quand même créé des écrins et des sources de conflits à retardement qu'on s'est pris ensuite des années, des décennies plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même dans certaines parties de la population et donc certaines personnes de certaines origines qui peuvent se sentir concernées, alors à tort ou à raison, de près ou de loin, mais peu importe, c'est parfois éventuellement fantasmé, mais a un lien avec éventuellement la colonisation et avec, disons, l'influence ensuite qui a continué d'avoir la France dans certaines régions. Et je pense aujourd'hui ça crée une espèce de ressentiment, de suspicion dès qu'il y a des élections dans anciennes. On s'en fiche, je suis pas d'accord, parce qu'à un moment donné, on vit avec des personnes sur un territoire, Maxime. Je suis désolé, on vit avec des personnes sur un territoire, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a parfois des difficultés d'intégration, etc., ça peut être aussi ce ressentiment et ces plaies qui n'ont pas été soignées. C'est un non-sujet. Franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est pourtant ressenti par des gens. Oui, non, mais ce soit ressenti par des gens, mais il y a tout. Il y a des gens qui ressentent de tout. Mais à un moment, un État, il est puissant s'il défend ses intérêts à l'international. Et je pense que la France a complètement abandonné de défendre ses intérêts en Afrique. Mais ça veut dire quoi, défendre ses intérêts en Afrique ? On peut parler d'énormément de problèmes. C'est installer des entreprises, prendre les ressources, dégager la population locale et prendre les cerveaux. C'est ça, merci. Mais prendre des cerveaux, on a développé. On a combien de personnes qui viennent faire leurs études en France et qui ensuite retournent en Afrique et développer leur pays ? Les années 70, beaucoup de choses ont changé. Dernière mesure qui avait été prise, une des mesures qui avait été prise par Valéry Giscard d'Estaing, c'était le regroupement familial. C'est-à-dire que quand vous veniez d'un pays étranger travailler en France, vous pouviez faire venir votre famille. Ça a beaucoup changé l'immigration en France. Il a reconnu lui-même par le passé qu'il jugeait par la suite, qu'il jugeait que le regroupement familial était mal appliqué et que c'était de sa responsabilité. Quoi qu'il en soit, vous voyez, nous on est des enfants des années 2010-2020 presque, puisqu'on s'engueule en parlant plus de laïcité, plus d'immigration effectivement, et moins de lutte des classes. Je vous propose de vous réconcilier à l'écoute de la grande star des années 70 en France, qu'adorait Valéry Giscard d'Estaing. Claude François, merci d'être intervenu sur Sud Radio, les amis. On finit sur Claude François exactement. Vous pouvez faire les Claudettes si vous le voulez. Maxime Thiebaud, docteur en droit, auteur de Gilets jaunes vers une démocratie réelle, c'est publié chez VA Presse. Et Tom Conan, artiste, écrivain, auteur du livre Radical chez Albin Michel, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Sur Bismart et Sud Radio avec Aurélie Planex.